Bonjour à tous. Donc, connaissances fondamentales pour le cours de kinésithérapie respiratoire 2.2.1. Alors, dans les 5 signes vitaux, donc chez l'adulte, on a la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation pulsée en oxygène, à ne pas confondre avec la saturation en oxygène qui peut être quelquefois différente, la pression artérielle systolique, diastolique et moyenne, et la température. Alors, pour la fréquence respiratoire au repos, chez l'adulte, on va retenir 12 à 18 cycles par minute. Chez l'enfant, 20 à 30. Nourrisson, 30 à 40. Chez un nouveau-né, on peut aller jusque 40 à 60 cycles par minute. En ce qui concerne la fréquence cardiaque de repos, chez l'adulte, on retiendra 60 à 70 pulsations par minute, battements par minute. 70 à 140 chez l'enfant, 100 à 160 chez le nourrisson, et chez le nouveau-né, donc de moins d'une semaine, 120 à 160. La pression artérielle au repos, chez l'adulte sain, ce sera 140 mm de mercure au maximum pour la pression artérielle systolique. La pression artérielle diastolique de 90 mm de mercure max. Et la PAM sera aux alentours donc la pression artérielle moyenne sera aux alentours de 100 mm de mercure. La pression artérielle moyenne se calcule donc comme ceci, c'est la pression artérielle systolique plus 2 fois la pression artérielle diastolique, le tout divisé par 3, vous obtiendrez une valeur aux alentours de 90-100 mm de mercure. Sachez que 1 mm de mercure est égal à 13,6 mm d'eau, donc on a un facteur correctif de à peu près 13 et quelques pour transformer des millimètres de mercure en millimètres d'eau. Alors, attention qu'en ce qui concerne la pression artérielle, en général, dans le langage courant, on parle de tension artérielle. En réalité, à l'état normal, la pression artérielle et la tension artérielle sont identiques. Mais dans un cas, par exemple, un peu particulier comme lors d'un choc dit anaphylactique, d'une réaction dite allergique, sont disproportionnées, on peut avoir en fait un relâchement des parois vasculaires artérielles, entraînant donc une chute de la tension artérielle qui de facto entraînera une chute de la pression artérielle. La saturation pulsée en oxygène, elle est un peu différente de la saturation en oxygène. On ne devrait pas les confondre parce que la saturation pulsée en oxygène, c'est en fait une mesure de la couleur rouge du sang à travers un faisceau lumineux spécifique, alors que la saturation en oxygène, c'est une mesure beaucoup plus exacte de la véritable valeur de la saturation donc, en oxygène. Alors, chez l'adulte sain, ce sera 96 à 98% de saturation pulsée qu'on va viser, et chez le patient BPCO, 88 à 92% est relativement acceptable. Il faut savoir qu'à 90% de valeur de saturation en oxygène, cela correspond à une valeur de pression artérielle en oxygène de 60 mm de mercure. Chez le sujet sain, on sait qu'il y a une resaturation en oxygène en durant plus ou moins 30 secondes et une désaturation en oxygène en durant les plus ou moins 100 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un patient qui serait hypoxémique a une valeur de saturation pulsée basse, eh bien, si vous lui mettez un masque à oxygène à grand débit, par exemple, hein, eh bien, il va commencer seulement à resaturer aux alentours de 30 secondes. Et si on veut lui enlever son masque à oxygène, eh bien, chez l'adulte sain, on va avoir une valeur de saturation pulsée qui va commencer à diminuer à partir de 100 secondes. Le temps d'affichage de l'appareil de saturation pulsée est de 10 secondes. Cela veut dire que il faut 10 secondes après avoir mis un pulse oxymètre pour avoir une valeur affichée. Le débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Les valeurs normales vont de 5 à 6 litres par minute chez l'adulte sain au repos. Le volume d'éjection systolique peut varier de 70 à 150 millilitres entre le repos et l'effort chez l'adulte. Tout dépend bien sûr de l'entraînement du sujet. Les sportifs vont avoir une plus grande variation que chez l'adulte sédentaire. La VO2, c'est la consommation d'oxygène. Elle est égale au débit cardiaque auquel on multiplie la différence artério-veineuse en oxygène. Ce n'est pas noté, mais retenez en oxygène
Et donc, c'est la différence entre le contenu artériel en oxygène et le contenu veineux en oxygène. En règle générale, chez l'adulte sain, le contenu artériel en oxygène est égal à 210 millilitres par litre de sang, le veineux à peu près à 160 millilitres par litre de sang pour l'oxygène. Le débit cardiaque est égal au rapport entre la pression artérielle moyenne et les résistances périphériques. Quels sont les facteurs qui influencent les résistances périphériques? Eh bien, c'est la vasoconstriction ou la vasodilatation. En ce qui concerne le volume pulmonaire, bien sûr, ils vont varier avec l'âge, la taille, le sexe et la pathologie. Chez l'adulte dit normal, le TIFNO, donc qui est égal alors le rapport entre le VEMS et la capacité pulmonaire totale, donc c'est VEMS divisé par CPT, doit être supérieur à 80%. Cela veut dire que un patient doit avoir expiré 80% de son volume pulmonaire, de sa capacité vitale en moins d'une seconde. La capacité pulmonaire totale, c'est plus ou moins 5 litres. Le volume résiduel, 1 litre. Le volume de réserve inspiratoire, 2,5 à 3 litres. Le volume de réserve expiratoire, plus ou moins 1 litre. La capacité inspiratoire, de 3 à 3,5 litres. Le volume courant physiologique, c'est 7 à 10 millilitres par kilo de poids corporel, soit à peu près 450 millilitres pour un adulte au repos. La capacité résiduelle fonctionnelle, c'est du litre. Qu'est-ce que la capacité résiduelle fonctionnelle? C'est le volume qu'il y a, donc on le mesure entre la fin d'une expiration, donc un volume courant normal, jusque le volume résiduel y compris. La capacité vitale, elle vaut à peu près 4 à 4,5 litres. Et le volume de réserve aspiratoire, très important, est plus ou moins, à l'état normal, 3 fois plus grand que le volume de réserve expiratoire. Ici, je rajoute donc le débit expiratoire de pointe. Un adolescent qui mesure le débit expiratoire de pointe, c'est donc le débit maximal que l'on peut faire lors d'une expiration forcée. Un adolescent d'1,45 m va avoir un DEP théorique de 350 litres par minute. On peut transformer cette valeur donc en litres par seconde. Il suffit de diviser 350 par 60. Une femme de 30 ans qui mesure 1,60 m, elle, son DEP théorique est de 490 litres par minute. Et un homme de 50 ans de 1,80 m, 620 litres par minute. Le débit expiratoire de pointe s'appelle aussi le peak expiratory flow. En anglais, c'est la même chose. Alors, le pH sanguin artériel vaut de 7,35 à 7,45. La pression artérielle en oxygène, 80 à 100 mm de mercure. La pression artérielle en CO2, 35 à 45 mm de mercure. Les bicarbonates de 20 à 29 mmol par litre. Les bases excess peuvent aller de -2 à +2 milli équivalent par litre. La C réactive protéine, qui est un marqueur de l'inflammation, doit être inférieur à 6 mg par litre. Le nombre de globules blancs par millimètre cube, c'est de 4000 à 10 000. Les globules rouges de 4,6 à 6,20 millions par millimètre cube. Vous pouvez retenir 5 millions par millimètre cube. Les plaquettes de 150 à 400 000 par millimètre cube. Si vous avez plus de 400 000 plaquettes, vous avez des risques de thrombose. Et si vous avez moins de 150 000 plaquettes, vous avez des risques d'hémorragie. Par exemple, un patient qui aurait 10 000 plaquettes par millimètre cube que vous aspirez avec une sonde d'aspiration, il y a de grandes chances que ce patient va saigner. Il vaut donc mieux éviter et il vaut donc mieux connaître la valeur normale des plaquettes. L'hémoglobine vaut de 14 à 18 grammes par décilitre. Attention, ce ne sont pas des litres. L'acide lactique, on va retenir une valeur de 2 millimolaires par litre. Elle est en règle générale, cette valeur d'acide lactique, en relation avec le degré d'hypoxie cellulaire, c'est-à-dire le manque d'oxygène au sein de la cellule. Elle va quelque part noter ou dénoter la valeur du fonctionnement anaérobie des cellules. La créatinine vaut 1 mg par décilitre. La glycémie, c'est 1 g par litre de sang. Le potassium, 4 millimolaires par litre.
Sodium Na+, 140 millimolaires. Le chlore, 100 millimolaires. Le contenu artériel en oxygène, 20 millilitres par décilitre de sang, c'est à peu près en réalité 21 millilitres par décilitre de sang, donc 20 c'est aussi bon. CVO2, c'est plus ou moins 15 millilitres par décilitre de sang, mais 16 millilitres par décilitre de sang est aussi valable. Pression veineuse en oxygène, c'est 35 et 45 mm de mercure. Ça, c'est facile à retenir parce que ça a la même valeur que la P petit aCO2 en termes de chiffres. La SVO2, c'est la saturation veineuse en oxygène, 65 à 75%, c'est-à-dire que de la saturation en oxygène qui va être aux alentours de 100%, on a une extraction naturelle au repos de 25% d'extraction d'oxygène du sang dans le sang artériel. La fraction inspirée du CO2 est égale à 0,03%, c'est-à-dire très 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 infinitésimale dans l'air ambiant. Le sérum physiologique est égal à NaCl 0,9%. L'hypertonique, il y en a deux pour les adultes et pour la pédiatrie. Pour la pédiatrie, c'est 3%. Le sérum hypertonique pour les adultes, 20%. On l'utilise, ce sérum hypertonique, bien sûr en médecine, mais pour les kinésithérapeutes, ils l'utilisent pour provoquer la toux. Le sérum hypertonique du NaCl 3% était utilisé donc, il y a quelques années pour lutter contre l'œdème sous-muqueux. Comme il était hypertonique, eh bien, en fait, en se déposant sur la muqueuse, il permettait en fin de compte d'exercer un phénomène donc, osmotique avec aspiration du sang sous-muqueux. Le pH est égal à 6,1 plus le logarithme en base 10 du rapport entre les bicarbonates et le produit de 0,03 fois CO2. 0,03, ben, c'est le coefficient de diffusion du CO2, c'est-à-dire c'est la loi de Henry, nous l'avons vu, et donc quand la P petit a CO2 est élevé, eh bien le CO2 dissous augmente. Et donc, le problème, en fait, entre les bicards et le CO2, c'est que les bicards, pourquoi 0,03? Parce que les bicards sont exprimés en millimolaires par litre, alors que la PaCO2 est en millimètres de mercure. Et grâce à la loi de Henry, donc, sur les gaz dissous, eh bien, le 0,03 CO2 transforme le PaCO2 qui est exprimé en millimètres de mercure en millimoles par litre. Et donc, on peut effectivement, dans ce cas-là, avoir une équivalence des unités pour que cette formule soit correcte. Le pH n'a pas d'unité. La fraction d'oxygène n'est rien d'autre qu'égale au volume total d'oxygène divisé par le volume total de gaz. Ce qui veut dire que 1 litre d'air, donc 1 litre d'air contient 210 millilitres d'oxygène et 790 millilitres d'azote, approximativement. Et bien, si vous voulez retrouver le 21%, il suffit de faire 210, non pas divisé par 790, mais 210 divisé par donc, 1000 donc pour 1 litre. La fraction en azote dans l'atmosphère est de 79%, la fraction d'oxygène dans l'atmosphère est de 21%, soit à peu près 20,93%. Alors PN2, PO2, PiO2, vous savez ce que c'est. La fraction CO2, je l'ai parlé tout à l'heure. Par contre, fraction alvéolaire en CO2 au sein de l'alvéole est beaucoup plus importante, elle vaut 5%, forcément. Elle reçoit tout le CO2 émanant de l'ensemble des cellules qui fonctionnent. La pression atmosphérique en CO2 est égale à 760 mm de mercure multiplié par 0,03%, donc 0,0003, et c'est égal à 0,23 mm de mercure, donc c'est infime. Le volume mort d'espace mort dans les voies aériennes vaut 2 millilitres par kilo de poids corporel idéal. Le quotient respiratoire est égal au rapport entre la VCO2 et la VO2, donc entre la production de dioxyde de carbone et la consommation d'oxygène. Il vaut entre 0,78 et 0,80 au repos et entre 0,70, donc son minimum, et à 1 lorsqu'on est à l'effort. La VO2 est égale à 0,25 litres par minute chez un adulte au repos, que l'on peut, si on considère un adulte de 75 kg, estimer à 3,5 à 4 millilitres par minute kilo de masse réelle. La VCO2, c'est la production de CO2, elle est égale à 0,2 litres par minute chez l'adulte au repos, pardon. La VO2, on l'a déjà dit, c'est égal au débit cardiaque que multiplie la différence artério-veineuse en oxygène, c'est-à-dire la différence entre le CaO2 moins le CVO2.
La ventilation minute, c'est une question qui revient très souvent dans les questions fondamentales de l'examen. La ventilation par minute est égale à 100 millilitres par minute par kilo de poids corporel idéal. Ça, c'est simple. Si vous faites un poids corporel idéal de 75 kg, ben, votre ventilation minute au repos, elle doit être de 7,5 litres par minute. Alors, la pression atmosphérique au niveau de la mer, vous la connaissez, c'est 760 mm de mercure ou 1013 hectopascal. Et la pression atmosphérique au niveau du Mont Blanc, eh bien, c'est la moitié de la pression atmosphérique au niveau de la mer. Donc, c'est égal à peu près à 370 mm de mercure. Mais cette pression atmosphérique est aussi influencée par les conditions météorologiques. Les urines, ben, vous urinez à peu près 1 litre par jour, en gros. Ça dépend aussi de votre apport en liquide. Les formules physiques, donc la boulotte Poiseuil qui est égale au rapport entre la variation de pression et les résistances. On sait aussi que le débit fois le temps inspiratoire, donc delta P divisé par R que multiplie le temps inspiratoire, vous donner un volume. Parce que le débit, le débit qui est égal à des litres par minute, auquel on multiplie par des minutes, vous donne un volume. Les résistances, on l'a vu au cours, est égal à, donc des voies aériennes est égal à 8 nuels divisé par pi R4, R étant le rayon des voies aériennes qui s'exprime en centimètres d'eau par litre par seconde. Attention, c'est une question d'examen qui revient souvent, les centimètres d'eau par litre par seconde. Alors, vous avez mu ou nu, ça dépend, c'est la viscosité, L c'est la longueur, R c'est le rayon. CO2, vous avez une formule que vous connaissez par la physio, le CO2, nous en avions parlé. La formule de Lorentz, pour calcul du poids corporel idéal, c'est très simple. T moins 100, taille moins 100, moins T moins 150 divisé par 4 pour les hommes et divisé par 2,5 pour les femmes. Ne vous laissez pas attraper. Quelques formules essentielles à retenir que vous connaissez, donc à méditer et revoir donc, de façon intensive pour l'examen. Valeur compliance et résistance des voies aériennes. Alors, chez l'individu normal, les résistances chez l'individu ventilant spontanément. Elles valent de 2,5 à 5 cm d'eau par litre par seconde. N'oubliez pas pourquoi des centimètres d'eau par litre par seconde, parce que la résistance est égale à la variation de pression par le débit. Comme faire bloc poiseuil, c'est bien des centimètres d'eau par litre par seconde. La compliance s'exprime en millilitres par centimètre d'eau. Elle vaut chez l'individu sain, respirant spontanément, 60 à 200 millilitres par centimètre d'eau. Chez le BPCO, on va avoir des résistances qui sont augmentées. Donc, elles peuvent atteindre 20 cm d'eau par litre par seconde parce que le patient est bronchospastique. La compliance, 60 à 200 ml par centimètre d'eau, voire plus si le patient est emphysémateux. S'il est emphysémateux, il va non seulement avoir des résistances élevées, mais en plus une compliance donc, qui va être aussi élevée, qui va d'ailleurs faire en sorte que son élastance, qui est l'inverse de la compliance, l'élastant, donc sa valeur élastique du poumon quand il revient à sa position de repos, va être clairement diminuée et donc le poumon va avoir du mal de sortir l'air qui est rentré à l'intérieur du poumon. Les patients BPCO, souvent vous disent ils manquent d'air et en fait ils sont pris de la respiration parce qu'il y a trop d'air. Dans les RDS, Acute Respiratory Distress Syndrome ou syndrome de détresse respiratoire aiguë, les résistances restent normales, a priori, et les compliances sont abaissées parce qu'il y a de l'eau autour des alvéoles. Donc, pour pouvoir les dilater, quand il y a de l'eau entre les alvéoles et qu'elles se communiquent entre elles, s'il y a de l'eau entre les alvéoles, eh bien, quand elles vont s'ouvrir, elles vont rentrer contre l'eau et ça va créer une résistance, en quelque sorte, une sorte de pression élastique. Et comment dirais-je? Et donc ces valeurs vont s'abaisser. Donc ça va être très difficile de faire gonfler les poumons de ces patients, notamment avec la ventilation mécanique. En ce qui concerne le tableau ici concernant la classification des patients BPCO, donc c'est la classification GOLD, G-O-L-D. Donc il faut bien connaître que pour tous, le TIFNO va être inférieur à 70%. Et ensuite, c'est le VEMS qui va déterminer la gravité de la BPCO. Stade 1, VEMS supérieur à 80% de la valeur prédite. Stade 2, 50 à 100 à 80% de la valeur prédite. 30 à 50% pour le stade 3 et moins de 30% pour le stade 4. Vous avez ensuite les traitements.
Pour tous les BPCO, on va donc faire la vaccination antigrippale chaque année. Dès le départ, on va donner des bronchodilatateurs de courte durée d'action. Pour le stade 2, on va ajouter des bronchodilatateurs de longue durée d'action. À ce moment, on va commencer à envisager la réhabilitation, donc à l'effort, pas la kiné respiratoire, hein, la revalidation à l'effort. Le stade 3, c'est le stade des glucocorticoïdes inhalés. Donc, c'est un stade très important. Donc, très souvent, les patients vont, comment dirais-je, vont devoir prendre des glucocorticoïdes inhalés. Et le stade 4 est le stade de l'oxygénothérapie. Donc, quelqu'un qui a de l'oxygène à domicile, qui se dit qu'il est BPCO, attention qu'il n'y a pas tous les BPCO qui ont de l'oxygène, il est en principe automatiquement au stade 4. Le Brinkmann Index, c'est un index très intéressant qui permet de connaître l'intoxication tabagique. Donc, il est égal à quoi? Au nombre de paquets de cigarettes par jour fois le nombre d'années de tabagisme. Donc, c'est une unité particulière qui est le paquet année et non pas le paquet par année. Effectivement, c'est bien un nombre de paquets de cigarettes fois un nombre d'années, donc c'est bien des paquets années. Un peu comme vous dites de façon erronée, bon, vous dites des kilomètres heure, donc c'est des kilomètres par heure, c'est bien un rapport, c'est des kilomètres parcourus sur une distance. Ici, non, c'est un nombre de paquets de cigarettes que l'on multiplie le nombre d'années qui montre en fait la quantité de tabac qui a été fumé. Et donc quelqu'un qui a, je vais vous donner trois exemples, qui a des grands paquets années, Brinkman Index, cela veut dire soit il a fumé un paquet de cigarettes par jour pendant 30 ans, soit il a fumé deux paquets de cigarettes pendant 15 ans, soit il a fumé un demi-paquet de cigarettes pendant 60 ans. C'est donc facile à comprendre en termes de d'imprégnation tabagique.